Europe 1 13h. Vous écoutez Europe 1 13h jusqu'à 14h, il est 13h19 et c'est l'heure du débat Thomas Schnell avec Vincent Roy, écrivain et journaliste, et Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour, vous avez suivi cet échange historique entre la Russie et les Occidentaux. Plusieurs ex-prisonniers arrivés dans la nuit aux États-Unis, beaucoup d'émotions à Washington. Joe Biden, Kamala Harris les ont accueillis avec plus de simplicité que le cérémonial auquel on a assisté à Moscou, où là le tapis rouge avait été déroulé, Vladimir Poutine, bouquet de fleurs à la main et garde d'honneur pour accueillir les ex-prisonniers russes. C'est un échange extraordinaire selon vous ? C'est un échange, en tout cas, oui, c'est extraordinaire de par son ampleur. Ça faisait quand même des années qu'on n'avait pas assisté à ce genre d'échange. Ça nous ramène à la période de la guerre froide. Après, ça s'inscrit dans un contexte assez particulier. C'est que pour les États-Unis, c'était un défi majeur, notamment pour l'administration Biden, que de pouvoir faire revenir au pays des figures, notamment ce journaliste qui était détenu depuis plusieurs mois en Russie. Et donc c'est une manière pour Joe Biden et Kamala Harris de faire que leur bilan, alors que la campagne pour la présidentielle bat son plein, d'avoir cette petite médaille à accrocher à leur bilan. La guerre froide, ça vous rappelle le pont des espions, Vincent Roy ? Ah oui, évidemment, on pense tout de suite à ça. C'est l'image qui vient en premier. Alors c'est vrai que c'était formidable pour ce journaliste dont le nom est imprononçable. Evan Gershkovich. Wall Street Journal. Voilà, Wall Street Journal. 491 jours enfermé. Donc il y a un ancien marine aussi qui a été... Mais alors, il y a quand même un déséquilibre dans tout cela, signalé par ailleurs par Amnesty International, qui dit mais c'est un pas vers l'impunité, puisque les journalistes américains qui sont revenus, ont été enfermés, on ne sait trop pour quelles raisons, parce qu'en réalité, ils n'avaient pas de raison a priori d'être enfermés. En revanche, les Russes qui ont été libérés par les Américains, il y a quand même dedans un agent criminel, un agent du FSB qui n'était pas sur le territoire américain pour de très bonnes intentions. Donc, en réalité, cet échange, autant effectivement, il est extraordinaire par son ampleur et par le fait qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu ce type d'échange, autant à rebours, on peut dire que pour libérer ce journaliste, notamment cet ancien marine et quelques autres, on a dû libérer des gens qui n'étaient pas très recommandables. Notamment, je pense à cet ancien du FSB. Effectivement, des journalistes contre un meurtrier, donc Krasikov, qui a été reconnu coupable pour avoir assassiné un commandant tchétchène en Allemagne et qui était donc retenu tout de même. Poutine a lâché du lest pour libérer des dissidents, notamment ce journaliste. Oui, Poutine a lâché du lest, mais il l'a fait aussi dans une période, la période estivale, qui est peut-être la période la moins intense de la vie russe, et donc avec l'espoir que cela passe finalement de manière assez discrète, sans que ses opposants puissent tellement en profiter. Donc il y a quand même à la fois du côté américain, du côté russe, une stratégie. Les Américains en avaient besoin de manière urgente parce que la campagne américaine arrive dans ces derniers mois de campagne. Et puis Vladimir Poutine, de son côté, a saisi cette fenêtre d'opportunité où finalement l'échange serait le moins préjudiciable pour lui, pour accepter cet échange. C'est formidable qu'il ait été... on peut saluer effectivement le fait que Poutine là se soit un peu laissé aller. C'est pas dans l'état d'esprit des Russes. Il faut se souvenir que Staline, par exemple, avait fait prisonnier un officier supérieur allemand et que son propre fils avait été fait prisonnier aussi. Il était dans l'armée, il avait été fait prisonnier par les Allemands, et lorsqu'ils ont voulu échanger, les Allemands ont dit « on voudrait récupérer notre officier contre votre fils », et Staline avait répondu « on n'échange pas un officier supérieur contre un officier subalterne ». Et il avait laissé son fils mourir. C'est une façon pour Poutine de montrer qu'on peut négocier avec lui ? Je pense que c'est moins Vladimir Poutine qui a été décisif dans cet échange que l'administration américaine, et puis les Turcs aussi en sous-main qui se placent d'ailleurs dans ce jeu compliqué et qui est nouveau par rapport à la période où on évoquait la guerre froide, mais ce ne sont plus les mêmes acteurs qui permettent de faciliter les échanges. Ankara, je pense, c'est
s'est placé comme un acteur assez décisif de la géopolitique moderne. Oui, c'est l'interlocuteur donc qui a fait le lien entre principalement les États-Unis et la Russie. C'est une nouvelle guerre froide à laquelle on assiste aujourd'hui? Non, je pense que les coordonnées sont tellement différents qu'on peut pas parler véritablement de nouvelle guerre froide. En tous les cas, il se passe des choses, ça manifestement, ça ne s'arrange pas vraiment entre les États-Unis et la Russie, c'est une certitude, mais on peut pas plagier une époque sur une autre, même si on peut arguer que l'histoire se répète. Là, je crois que c'est vraiment très différent. Les coordonnées ne sont pas les mêmes. Pourtant, Vladimir Poutine est un enfant de la guerre froide. Oui. Dans son logiciel, en tout cas, Oui, lui a grandi dans cette époque-là. Oui. C'est comme ça qu'il comprend les choses, peut-être. C'est comme ça, en tout cas, qu'il a peut-être envie de régler la situation ukrainienne. Je sais pas si il a, je sais pas qui des deux a envie ou qui des trois a envie de régler. Je parle des États-Unis, a envie de régler la question ukrainienne. De toute façon, il faut bien cette question, il faut bien qu'elle se règle et il faudra bien, à un moment ou à un autre, me semble-t-il, négocier avec Vladimir Poutine. Vous savez, au début de la guerre, je me souviens d'un entretien que j'avais fait avec Hubert Védrine, qui m'avait dit, c'était au tout début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui m'avait dit, il sera difficile et il sera difficile de ne pas négocier avec Vladimir Poutine. Et dans ce qu'on entend là récemment, notamment du côté de Vladimir Zelensky, on voit bien que il dit, je veux pas perdre des territoires, etc. Mais on voit bien que là, en tous les cas, si la négociation n'est pas en cours, nous en sommes aux prémices, me semble-t-il. Alors, est-ce que cet échange de prisonniers, augure d'une résolution diplomatique du conflit ukrainien, plutôt qu'une résolution militaire? Oui, c'est une possibilité, mais vous voyez aussi dans quelles conditions s'est fait cet échange. Vladimir Poutine, pour parvenir à obtenir qu'un certain nombre de personnes jugées comme criminelles, notamment par le camp occidental, puissent être libérées, il est allé jusqu'à, finalement, anticipant la possibilité de cet échange, faire prisonnier de nouvelles personnalités, notamment je pense à un Allemand qui a été arrêté relativement récemment pour essayer de tordre le bras et de forcer les discussions avec les Allemands qui jusqu'à présent étaient assez rétifs à l'idée de ces échanges. Donc il y a quand même dans la manière dont Vladimir Poutine use de la diplomatie une manière quand même brutale de procéder souvent dans le rapport de force qu'il essaie d'imposer. Et ça, il le doit sans doute à son passé durant la guerre froide, en effet. En tant qu'ex-agent, c'est une belle image, tout de même une image historique pour la diplomatie internationale qui était plus compliqué, pour le dire simplement. C'est une belle image. Attendez, à partir du moment où je pense aux journalistes du Wall Street Journal ou à l'Ancien Marine, à partir du moment où on libère des innocents, oui, c'est une belle image.